Je m'occupe de l'enregistrement. C'est parti là. Attends, laisse-moi juste. Bonjour, merci, on peut se mettre vraiment en cercle. Bonjour et merci beaucoup d'être là malgré des conditions semi-hostiles. Moi dans Nuit Debout, donc je m'appelle Philippe, dans Nuit Debout je suis surtout actif dans la commission poésie, mais ça fait des années que je réfléchis, que je travaille sur les trucs dont on va parler là. Alors tout de suite pour lever une petite ambiguïté, le titre, c'est à quelles conditions chacun ou chacune peut contribuer au commun. Bon, l'idée, c'est pas de mettre des conditions, puis si on les satisfait pas, on peut pas contribuer. L'idée, c'est tout à fait l'inverse, c'est de se demander comment un maximum de gens peuvent contribuer au commun de différentes sortes, selon leur goût, leur capacité. Et pour commencer, il faut que je passe, bien qu'on ait peu de temps, il faut que j'en passe un tout petit peu à juste dire qu'est-ce que c'est que les communs, même s'il y a eu déjà d'autres exposés là-dessus, et pourquoi c'est important que les gens puissent y contribuer. Parce que tout le monde sait un peu pourquoi c'est important qu'ils existent. On va voir peut-être quand on les définira, mais c'est encore plus important que chacun puisse y contribuer. Alors qu'est-ce que c'est que les communs ? Ce sont des choses très différentes, des logiciels, des productions ou des expressions culturelles dans tous les médias, des informations, des encyclopédies, mais aussi des semences de plantes, des pâturages, des bois, l'eau dans un bassin versant d'une rivière ou un bout de littoral, une mangrove. Et ces choses, on a décidé de leur donner un statut particulier qui est le statut de commun ou de bien commun. Qu'est-ce que ça veut dire ce statut ? Ça veut dire que ces choses, elles vont être utilisables et enrichissables par tous, avec quand même des règles pour éviter que ça n'abîme ou d'épuise la ressource. Et là, de ce point de vue, les différents types de communs, ils sont pas pareils, parce que vous pouvez pas dire l'eau, il y en a tant qu'on veut, tout le monde peut l'utiliser et n'importe comment, et ça va, il y a des conflits d'usage des ressources, dès que c'est des ressources physiques. À l'opposé, quand c'est des biens, des choses immatérielles comme les logiciels, les contenus dans les médias et tout ça, plus de gens les utilisent, plus ils ont de la valeur et en fait cette utilisation va souvent les enrichir. Donc c'est pour ça que les différentes sortes de communs, elles n'ont pas les mêmes sortes de règles, pas les mêmes sortes de statuts, de droits d'usage ou de façon de s'organiser autour. Organisation autour, autour, il y a des communautés. Alors, parfois c'est des communautés locales, parfois c'est des communautés universelles, parfois c'est des communautés qui sont à la fois des producteurs et des usagers. Par exemple, si vous prenez des pâturages, va y avoir, ça va être des gens qui vont à la fois s'occuper d'entretenir le pâturage et d'y faire pâturer des troupeaux ou des bêtes. Mais si vous prenez des logiciels, très souvent, vous pouvez avoir même plusieurs groupes de gens qui produisent le logiciel, les mêmes genres de logiciels, mais vous allez avoir une communauté beaucoup plus vaste et potentiellement universelle, mais souvent très très vaste, de gens qui les utilisent. Et puis entre les deux, il y a toutes les situations intermédiaires. Alors les communs, c'est pas comme le croyaient les gens qui ont inventé le concept à l'époque du droit romain puis du droit canon, c'est pas des choses qui sont naturellement des communs. En fait, on le croyait parce que on se disait l'eau d'une rivière, personne ne peut la capturer, la saisir. À l'époque où on croyait l'air, on va pas jamais on pourra empêcher quelqu'un de respirer de l'air. Mais
la réalité a montré que l'air, on peut sérieusement le polluer, on peut même, disons, détruire ses qualités fondamentales du point de vue de la vie, de la biosphère en général. Donc aujourd'hui, la conception moderne des communs, c'est que les communs, ce sont des institutions politiques. Les choses qui sont des communs, c'est des choses qui sont des communs parce qu'on a décidé qu'il fallait que c'en soit. Et alors, pourquoi on a décidé qu'il fallait que c'en soit? C'est parce que l'existence des communs, c'est la condition pour l'exercice pratique de tas de droits fondamentaux. Alors ça, cette formule, elle a été exprimée très bien par un promoteur italien des communs qui s'appelle Stefano Rodotà, qui est un monsieur encore plus vieux que moi, et mais qui a mené les référendums qu'il y a eu en Italie pour l'eau comme bien commun et référendums qui ont été gagnés, c'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des électeurs inscrits qui ont voté pour ces référendums d'initiative populaire et c'est devenu des lois. Maintenant, pourquoi c'est des conditions d'exercice pratique? Alors souvent les gens raisonnent en termes de droit d'accès, c'est-à-dire l'accès à l'eau, l'accès au logement, l'accès à le logement, typiquement c'est pas des communs, mais l'accès à l'eau, l'accès à la culture, l'accès aux ressources éducatives, et évidemment c'est très important. Mais si vous regardez quelque chose comme Wikipédia, Wikipédia il y a des centaines de millions d'usagers, et évidemment c'est très très important que chacun d'entre eux ait un accès extrêmement facilité au savoir et aux connaissances qui y sont disponibles. Mais si vous regardez ça du côté pas seulement de l'accès à des connaissances et à des savoirs ou à de la culture, mais vous le regardez du côté du développement humain de chaque personne, on se rend compte à ce moment-là que c'est de contribuer au commun qui est le plus producteur de progrès humain et social. Pourquoi? Parce que des connaissances dont on fait rien, elles se stockent et puis elles occupent tout votre cerveau, mais ou des savoir-faire pratiques dont on fait rien, on les perd. Et c'est quand on s'engage dans des pratiques sur les objets qui sont mis en commun que on peut enrichir sa vie, ses interactions sociales, sa conscience ou son sentiment d'avoir une vie qui a du sens. Et de ce point de vue-là, l'existence des communs est du côté de la contribution encore plus importante. Donc voilà pourquoi j'ai proposé de dire à quelles conditions on va pouvoir faire que les gens puissent contribuer au commun. Alors, qu'est-ce que c'est ces conditions? J'en ai identifié, il y en a sans doute bien d'autres, mais j'en ai identifié 4. Et la première, c'est avoir du temps libre. Et là, il y a un problème majeur. Il y a plein de choses qui font qu'on n'a pas de temps libre, mais il y a une chose qui a plus d'importance que toutes les autres, c'est la répartition immensément inégale du temps libre entre les hommes et les femmes. En France, il y a une femme, même quand elle n'a pas d'enfant, a au moins 1h30 de moins de temps libre qu'un homme. C'est statistiquement, évidemment, c'est pas des cas particuliers de chaque personne, rien qu'à cause du partage des tâches domestiques. Et ça s'est pas amélioré dans les 25 dernières années. Par ailleurs, et là c'est un rapport avec les lois sociales ou antisociales qui nous ont mobilisés ici, les femmes sont
sont les premières victimes du travail parcellarisé, je travaille de 7h à 9h, puis de 11h à 13h, puis le soir de 18h à 20h à l'autre bout de l'agglomération. Hein. Donc ça c'est statistiquement très vérifié. Évidemment c'est pas dans toutes les professions. Donc le temps libre, évidemment, il dépend. On a une chance, c'est qu'on a des réservoirs énormes de temps libre. C'est les 3h30 qui ont été capturés par la télévision depuis 60 ans, sans que les sociologues ou les décideurs politiques ne considèrent que c'était une catastrophe. Malheureusement, la libération de ce temps libre, elle est freinée par des tas de choses. Par exemple, le fait que les revenus sociaux, les revenus de subsistance sont de plus en plus conditionnels à des choses qui prennent un temps fou. Pas seulement pointer à Pôle emploi, mais aussi prouver de toutes les façons possibles qu'on recherche des emplois et des choses comme ça. Maintenant, en plus du temps libre, il faut des compétences. Alors, qu'est-ce que c'est ces compétences? C'est pas des savoirs au sens traditionnel vous savez, les compétences fondamentales qu'il faut acquérir, mais quand même, il y en a qui sont de cette sorte. C'est que très souvent, il faut des compétences expressives pour contribuer au commun. Alors, c'est pas forcément s'exprimer dans la langue écrite ou dans la langue orale, hein, ça peut être aussi s'exprimer par d'autres formes de médias. La diversification des médias d'expression, c'est un immense progrès de ce point de vue. Il y a aussi des compétences techniques, c'est pas tellement comment on utilise, comment on navigue avec un navigateur web ou comment on utilise tel ou tel logiciel, hein, c'est comment on le fait de façon pertinente par rapport à un projet, à un but. Hein. Et ça, c'est tout un travail d'éducation populaire essentiel. Ensuite, il y a des compétences d'interaction sociale. Alors là, je n'ai même pas besoin d'en parler parce que ici, on est un laboratoire de l'acquisition de ces compétences. Et bon, pour l'instant, je mobilise la parole, mais ça va pas durer. Et ce laboratoire est enthousiasmant. Et puis, ces compétences, elles sont vraiment, on n'a jamais fini de les acquérir, qu'elles soient expressives, techniques ou sociales, mais l'existence des communs nous aide beaucoup des communs et des processus autour des communs, par exemple coopérer à faire un logiciel, je sais pas, la commission poésie, on est en train de coopérer à faire un site pour que tout le monde puisse contribuer des poèmes et qu'on les mette en ligne d'une façon qui les rendra accessibles à d'autres et qui les motivera. Bon, cette coopération en soi, elle est déjà un processus d'acquisition de compétences. Ensuite, il faut des ressources, comme celle pour acheter la sono, grâce à laquelle je ne suis pas obligé de hurler. Et souvent, dans nos sociétés, ce sont des ressources monétaires. Et là, il y a un gros problème, parce que la monnaie, en général, et à la limite, même les monnaies alternatives, elles introduisent dans les communs des notions, des mécanismes qui sont pas ceux naturels des communs. Pourquoi ? Parce que les communs, c'est non transactionnel. Alors ce que je veux dire par là, c'est que quand il y a un logiciel libre, quand j'écris un bout de logiciel libre et que quelqu'un l'utilise, eh ben c'est pas une transaction entre lui et moi. C'est moi j'ai donné au commun le logiciel et lui il prend des communs. Hein. Il a peut-être des devoirs, mais pas à mon égard, à l'égard des communs. Par exemple, de pas les rendre de nouveau propriétaires ou de pas empêcher leur fonctionnement. Et donc les mécanismes, savoir que c'est pas des transactions d'individu à d'individu, ça fait que par exemple c'est pas facile d'utiliser des monnaies même alternatives pour organiser le fonctionnement des communs. Hein. Par contre,
on va voir qu'il y a des mécanismes autres qui fonctionnent bien. Et puis il y a un dernier point, c'est que la contribution, il faut qu'elle soit valorisée. Alors en général, elle est valorisée par les autres participants, mais il faut qu'elle soit valorisée dans la société en général. Et là, c'est pas gagné, parce qu'on a un système éducatif qui considère que il faut que c'est terrible si des gens font des choses à plusieurs parce qu'on ne sait pas qui, on ne peut pas noter, on ne sait pas qui a fait quoi, qui a contribué précisément à quoi. Donc en fait, on a projeté sur l'éducation les modèles des dogmes économiques sur on paye le travail pour sa contribution productive, qui sont faux même pour le travail, mais maintenant on les a projetés sur les communs. Alors comment on peut réaliser ces conditions? Je vous en ai déjà dit un mot pour toutes sauf les ressources monétaires, parce que les ressources monétaires c'est peut-être, enfin, ce que j'appelle les ressources monétaires, c'est des choses qui passent par l'argent pour fournir des capacités d'action. Alors comment on peut? Eh bien, il y a trois façons, c'est mutualiser, mutualiser et mutualiser. C'est-à-dire qu'il faut tous les systèmes qui mettent ensemble des ressources pour faire exister un commun dans son ensemble. Bon, par exemple, cette université populaire, c'est pas exact. C'est un lieu de partage des savoirs et de production collective des savoirs. C'est pas exactement un commun pour l'instant, parce que ces savoirs, ils restent dans chacun de nous. Il n'y a pas une chose qui est là et puis que d'autres peuvent prendre comme ça. Mais néanmoins, ça a la même qualité, c'est que si on veut le faire exister, il faut le faire exister comme un tout. Il faut soutenir l'ensemble des conditions d'existence et en répartissant ensuite en fonction des besoins internes des communs ou des personnes qui y participent. Ça peut avoir tout à fait un sens de faciliter la vie de gens qui ont beaucoup de mal, par exemple, à venir ici, soit en se rapprochant d'eux, soit en les aidant à s'y déplacer. Alors, il y a plein de systèmes. Il y a des systèmes d'échanges locaux qui évitent de passer par l'équivalent monétaire. Il y a les financements participatifs. Je crois que l'Université populaire en fait un maintenant. Moi, quand ça a commencé le financement participatif, je me disais, oulala, il va y avoir des problèmes c'est super, mais il va y avoir des problèmes pour que ça passe à l'échelle. Mais je dois reconnaître que c'est passé à l'échelle considérablement plus que je pensais que ça pouvait le faire. C'est-à-dire que les financements participatifs, on collecte des donations. C'est pas des investissements, c'est des donations pour qu'une chose existe ou qu'un projet continue. Il y a plein de plateformes comme Ulule, Goteo, KissKissBankBank. Pardon ? Ça veut dire soutenir tous les besoins d'un très grand nombre de communs. Pourquoi j'avais ce doute, c'est parce que par exemple, si on prend les projets culturels qui ont été un des premiers, de même qu'il y a une explosion du nombre d'œuvres culturelles et que par conséquent chacune a une audience qui se réduit, c'est pareil pour le financement participatif. C'est-à-dire une explosion des projets et les surfaces d'exposition sont limitées sur les plateformes et du coup on a des phénomènes du genre que c'est les gens qui ont déjà des réseaux qui arrivent à se faire financer et que ceux qui ont seulement le projet intéressant, c'est pas sûr. Donc il y a des difficultés comme ça. Ensuite, il y a des mécanismes de mutualisation spécialisés à grande échelle. C'est-à-dire, je sais pas, pour la recherche, pour la santé publique, pour la culture, dans certaines propositions que j'ai développées. Je vais pas les développer ici, mais souvent les besoins, ils sont différents dans les domaines. Si on a, par exemple, un des besoins principaux
dans la science, c'est la validation, la vérification des résultats, et donc on ne peut pas dire que la science c'est un domaine où tout le monde va pouvoir, on peut dire tout le monde doit pouvoir publier ses résultats, mais à condition qu'il existe derrière un mécanisme qui valide ces résultats, ou qu'il essaye de voir s'ils peuvent être falsifiés. Donc on a financé la recherche, ça marche pas pareil que financer les activités culturelles, où souvent on ne sait pas l'intérêt d'une chose au début, c'est finalement comment on arrive à convaincre que, en commençant à le faire, qu'on est capable de faire quelque chose d'intéressant. Et puis bien sûr il y a le revenu de base, le revenu minimum d'existence, qui résoudrait, s'il était en place, à la fois le problème du temps libre et le problème de certaines ressources. Mais malheureusement on a beaucoup de mal à le mettre en place, ce qui n'est pas une raison pour se décourager, mais c'est pour ça que moi je pense qu'il faut explorer toutes les pistes des façons de mutualiser. Je m'arrête, ça fait juste 20 minutes. Pardon, on va pas le passer. Alors, du coup, merci Philippe. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent interagir, poser une question, dire son avis, tout ça? Un peu le principe. Personne. Ah. C'est clair, je pense. Alors, on n'a pas un micro. Ah oui. Je me permets juste de faire un appel à un ingé son ou quelqu'un qui s'y connaît un peu au sono, puisqu'on a un deuxième micro mobile, mais on ne sait pas comment le faire marcher. Oui, mais ça ne marche pas. Moi, c'est juste par rapport à la mutualisation de la culture. Je me pose des questions, parce que on a un gouvernement avec un ministère de la culture, mais est-ce que finalement on va pas financer la culture qui permet la propagande derrière, puisque c'est une institution du gouvernement? La question est bonne, mais l'idée quand même, c'est que, si, disons, les propositions de mutualisation généralisée de la culture, pas juste pour quelques projets, quand c'est pour un projet spécifique, bon, chacun peut vérifier si ça finance ou pas la propagande. Malheureusement, on constate quand même que peut-être pas dans le domaine du documentaire, où quand même énormément des documentaires qui nous ont enthousiasmés ont bénéficié du financement participatif. Mais dans d'autres domaines, c'est vrai que la notoriété, à cause de ce que j'ai dit tout à l'heure, la notoriété joue beaucoup de rôle, et la notoriété, elle a été acquise dans l'ancien système, qui était le système de la rareté des gens qui avaient de la notoriété, et du coup, peut-être le problème, c'est pas vraiment financer la propagande, mais c'est financer un système culturel immobile, disons. Il peut y avoir un risque. Alors c'est pour ça que, par exemple, moi j'étais contre des systèmes du type de la licence globale qui allait financer les industries culturelles pour les torts supposés qu'elles subissaient à cause du partage. Mais par contre, j'étais pour des systèmes où c'est chaque individu qui décide à qui va aller ses financements. Et évidemment, ça heurte beaucoup les élites culturelles, parce qu'ils ont l'habitude de systèmes qui sont gérés par des comités d'experts, des comités, des clubs souvent tout à fait respectables, mais qui s'auto-reproduisent. Le financement du cinéma d'auteur en France est un exemple de ça. Bonjour, ouais. Alors, juste pour réagir à ce que vous venez de dire, on sait qu'aujourd'hui les grands financeurs privés de la culture sont ce qu'on appelle les mécènes, etc. On les voit, ils s'affichent au Louvre, ils s'affichent dans les rues de Paris, c'est la Fondation Cartier, c'est les grandes entreprises. Et finalement, quand vous dites il faut que ça soit les personnes qui décident où est-ce qu'elles mettent leur argent, c'est aussi un souci, parce que ces intérêts-là vont jamais financer un art qui va être subversif, vont jamais financer un art qui va être protestataire. Et il me semble que les financements publics permettent aussi de financer des formes minoritaires d'expression. Voilà, c'est juste.
Ouais, c'est absolument vrai. Il y a des financements. En fait, les financements publics. Vous avez raison de me corriger là-dessus. Il faut pas du tout les financements publics décentralisés à petite échelle. Ils jouent un rôle clé dans le tissu qui fait vivre des individus comme ceux qui sont réunis ici, en particulier dans les espaces ruraux et dans les villes de plus petite taille. Hein. Et souvent, ce sont des financements indirects. Hein. Je sais pas moi, un bistrot de pays où là une mairie donne un lieu sous condition qu'il y ait des activités culturelles dedans. Et malheureusement, en général au début c'est génial parce qu'il laisse carte blanche aux gens qui l'ont pris. Et puis avec le temps, ça se bureaucratise un peu. On commence à faire des appels d'offres où il faut dire d'avance ce qu'on va faire, etc. Mais ça, c'est comme toute institution utile. Avec le temps, elle est capturée, elle est contrôlée. Mais quand même, les financements, faut pas oublier, en France, 50% du financement de la culture pour faire de la nouvelle culture, hein, c'est des financements publics. 50%. Hein, et l'investissement privé, il va à un tout petit nombre d'œuvres, comme vous le disiez. Voilà. Donc, il faut défendre le financement public de la culture, mais pas les politiques centralisées du ministère de la Culture, qui sont des politiques anti-communs et qui en plus servent des clubs institutionnels qui ensuite se servent même de l'argent qu'ils ont reçu du public. Parce que ça marche souvent avec des taxes parafiscales, donc des choses qui sont payées par chacun, hein, la copie privée, les taxes sur les entrées dans les salles de cinéma et tout ça. Et ces taxes parafiscales qui avaient quand même réussi à accumuler 800 millions d'euros dans les caisses du Centre national du cinéma non dépensées, hein, donc c'est pas des petites sommes, hein, c'est plus ou moins un tiers du budget du ministère de la Culture. Hein. Ces financements-là, ils n'irrigue pas vraiment par exemple aujourd'hui ce qu'on appelait le développement culturel dans les années 80, donc des choses qui financent des petites choses à beaucoup d'endroits qui font faire découvrir les choses ou participer aux choses à plein de gens, aujourd'hui c'est une part totalement mineure des politiques culturelles, non seulement de l'État, mais aussi des régions. Par contre, au niveau local, ça continue. Moi, je travaille dans un studio d'animation assez souvent et ils sont très old school dans le sens où ils font pas mal de choses sur papier encore. Ils ont vraiment du mal à intégrer cet aspect de mettre les choses à disposition des gens. Il faut absolument que ça reste dans les circuits qui sont prévus pour pouvoir recevoir suffisamment de droits d'auteur pour pouvoir continuer à faire leurs films. Mais du coup, c'est des films qui ne sont pas vus et le studio est en train de couler. Qu'est-ce que je dis à ce genre de gens ? Je crois que il y a Olivier Lepage qui est intervenu ici, hein, qui est un des auteurs de films vidéo qui partagent, hein, Olivier, qui est intervenu. Et alors, c'est difficile parce que en fait, moi je suis éditeur aussi. Hein. Bon, pour un éditeur, de faire le pas vers le partage, hein, c'est abandonner une chose qui marche pas, mais un peu quand même, pour quelque chose où on ne sait pas du tout si ça va marcher. Hein. Et du coup, ça donne une prime à des gens qui sont prêts à prendre des risques, mais ceux qui ont les moyens de prendre des risques, c'est ceux qui ont derrière un peu de ressources. Hein. Alors, heureusement, peut-être pour corriger quand même, il y a un peu de mécénat, même en France, le pays le plus hostile au mécénat généreux, il y a quand même parfois des gens qui mettent à disposition des ressources vraiment, y compris
pour des contenus qui deviendront subversifs, et même parfois, surtout s'ils deviennent subversifs. Donc c'est pas totalement impossible, mais comment les en convaincre? Je crois c'est facile de les convaincre qu'ils n'ont rien à perdre, hein, parce qu'en réalité, il y a facile, disons, ça se heurte à des blocages idéologiques qui sont de l'ordre. Pourquoi? Il y a une phrase qui est l'équivalent pour les financements de je m'en fous de la surveillance parce que j'ai rien à cacher. Ben, pour les financements, c'est pourquoi les gens ils paieraient pour quelque chose qu'ils peuvent avoir gratuitement. Hein. Il n'y a rien de plus faux. On n'arrête pas de payer pour des trucs qu'on ne peut avoir gratuitement. Hein. Un bien culturel sur 2 qui est vendu, c'est un cadeau. Hein. Je me vois mal arriver chez des gens en disant tiens, mais voilà ma clé USB, copie tel bouquin, quoi. Je peux arriver chez les gens en disant on va échanger nos clés USB pour mutualiser nos collections, mais voilà. Donc à mon sens, on doit pouvoir et je crois qu'il savent faire convaincre qu'il n'y a pas un grand risque à laisser les gens partager, mais par contre qu'on puisse y gagner quelque chose, ça c'est beaucoup plus dur, et c'est beaucoup plus dur pour une chose qui n'a rien à voir avec les méchants et les gentils, ça a à voir avec le fait qu'il y a de plus en plus d'œuvres intéressantes et qu'il n'y a pas plus de temps de réception des gens. Hein. Donc l'attention moyenne que peut recevoir une œuvre, elle est faible. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut plus jouer simplement sur la vente ou sur l'audience. Parce que la publicité, c'est la même chose que la vente dans le sens de l'audience. On est obligé de jouer sur vraiment la reconnaissance et le soutien. Est-ce que tu peux bien parler dans le micro? Ouais, je vais faire un petit progrès. Donc, je le redis, on ne peut pas jouer dans les nouvelles situations, en particulier pour tout ce qui est numérique, on ne peut pas se baser uniquement sur les ventes et l'audience. C'est 2 modèles différents. Hein. Les financements publicitaires, c'est une vraie catastrophe, ça rapporte que dalle, ça bouffe un temps fou des gens, ça pollue les contenus et tout. Mais de toute manière, surtout, ça souffre du même défaut que les financements, que les ventes. Les ventes, au moins en avantage, c'est qu'elles donnent un signal de l'intérêt des gens. Hein. Mais souvent, ce signal est tellement piloté par la promotion et on a une augmentation de la concentration de la promotion dans tous les médias. Hein. Aujourd'hui, vous avez des 3 par 4 pour des livres. Quoi. Hein. On n'avait jamais vu ça. Quoi. Vous avez et le nombre de titres qui accèdent à la promotion, c'est 1% de la production des éditeurs en place. Hein. Je ne parle pas du reste. Donc, par contre, qu'est-ce qui peut remplacer ça? C'est la mutualisation entre individus, hein, mais ça suppose qu'on accepte le fait que s'il y a 10% des gens qui considèrent que artistes ou créateurs, c'est une part essentielle de leur identité, il faut plus ou moins consacrer 10% de la part du PIB qui sert pas à la spéculation à soutenir ça. Hein. Donc ça suppose un changement des représentations de l'allocation des ressources dans une société, et ça c'est super dur. Alors le cas des films d'animation est particulier parce que il y a des monopoles de distribution dans ces canaux, et partout où il y a des monopoles de distribution, c'est vraiment la merde. Parce que là, c'est pas, je veux dire, les producteurs, pardon. Le pire, c'est que je suis performant, donc quand je fais des performances, je sais qu'il faut le mettre là, mais le problème, c'est que je peux pas le mettre comme ça parce que ça fait de la réverb. Désolé, mais donc je sais pas quoi vous dire qu'il faut faire, mais par contre, si jamais il y en a qui ont envie de créer une autre
maison de films d'animation et que vous pouvez y mettre le pied avec une autre approche. Et il y a quand même des choses qui ont marché dans ce genre. Et en plus sur par exemple, une des choses que produit le numérique, c'est une revalorisation du physique. Donc par exemple dans le film d'animation, l'animation image par image ou l'animation à partir de la plasticine ou à partir de ça marche quoi. Donc il peut y avoir des progrès de ce côté-là. Attention parce que c'est court. Il faut se rapprocher. Notre matériel tout Alors, ça me fait reculer ça. Ok. D'accord. Il faut le faire rétroactivement aussi ou la prochaine. Pardon. J'ai juste une question, c'est comment choisir ce qui mérite les financements. Les 10% du PIB qu'on va prendre pour mettre dans la culture, comment choisir à qui ça va aller, en sachant que ce qui sera de la contre-culture pour moi ne sera pas forcément pour quelqu'un d'autre, ce qui sera subversif pour moi ne sera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Comment choisir ce qui mérite d'être financé, parce qu'au bout d'un moment il va falloir faire un choix, forcément, puisqu'il y a un problème des ressources. Alors, d'abord, faut savoir de quoi on parle. Hein. Aujourd'hui, on est plus ou moins à 2,5-3% de l'économie culturelle. Ça représente plus ou moins 2-3% du PIB, 2,5%. Donc, ce que j'imagine à long terme, c'est pas une multiplication. On parle beaucoup du 1% pour la culture, mais ça, c'est le problème du ministère. Hein. Mais maintenant, comment choisir? C'est un problème très différent. Si on est en haut surplombant, on dit moi j'ai mes sous là, je suis assis sur mon magot de 10% du PIB, à qui je le donne? Et là le problème est insoluble. Mais par contre, si c'est les gens qui ont des outils qui leur permettent d'affecter ces sommes à des trucs qui les intéressent. S'il y a des mécanismes, par exemple, il y a des gens qui ont imaginé des mécanismes, faut pas qu'on puisse, tout le monde aurait une certaine somme tous les ans à allouer. Ça pourrait être de la création de monnaie le jour où on pourra de nouveau créer de la monnaie, et pas la BCE pour enflouer les banques. Donc, si les gens auraient une certaine somme, et puis ils pourraient l'allouer, et on les obligerait à l'allouer au moins à 10 trucs différents, pour qu'ils se creusent un peu la tête à chercher des choses, des qui sont locales tout près d'eux, et puis d'autres qui sont loin, thématiquement intéressantes. Et là, bien que ça heurte beaucoup les gens qui ont l'habitude de l'ancien système, il faut une certaine confiance dans non pas le choix de chacun, mais l'effet collectif d'un très grand nombre de choix. Alors c'est horrible ce que je vous dis parce que ça a l'air d'être un discours néolibéral, mais tout dépend de la position dans laquelle on place les gens. Si vous leur dites qu'est-ce que tu veux regarder ce soir à la télé, c'est pas du tout pareil que si tu leur dis qu'est-ce que c'est le programme dont tu voudrais qu'il existe pour que tu puisses le regarder. Donc il y a des effets de position comme ça pour lequel j'ai un peu d'optimisme que si on laisse plein de gens choisir, alors bien sûr il se produira parmi les trucs subversifs qui se produiront, il y en aura qui seront subversifs pas du tout dans le sens qu'on aime. Ça bien sûr, c'est un risque à prendre, c'est un risque humaniste à prendre, c'est-à-dire à penser que on sera plus nombreux à vouloir qu'existent des choses généreuses, belles et même parfois provocatrices dans ce sens. J'ai pas rencontré parce que c'était clair. Merci. Bonjour. Bon, j'espère que je vais pas faire une intervention qui est redondante parce qu'en fait j'arrive, ça fait 10 minutes que je suis là. En fait, je voudrais juste parler de mon expérience. Moi, je suis plasticienne. Ça fait une trentaine d'années que j'exerce ce métier. Donc j'ai tout un parcours. J'ai fait évidemment de nombreuses expositions et
mais j'aimerais simplement voir si on pourrait aborder la question du marché de l'art. Je ne sais pas si vous en avez parlé, mais il me semble, depuis plusieurs années, j'ai un vrai malaise avec le marché de l'art qui me semble, c'est personnel, être un capitalisme complètement sauvage. C'est-à-dire que, par exemple, quand je fais des expos, il n'y a aucun critère pour faire un prix. On est vraiment dans la publicité L'Oréal parce que je le vaux bien. C'est-à-dire je peux mettre un dessin à 3 000 € comme je peux mettre un dessin à 50 €. Il n'y a aucun critère. Il y a des vagues passages en salle de vente qui ne veulent rien dire. Et en fait, je voudrais juste dire que avec tout un groupement, j'habite dans le Val d'Oise, qui est la terre sainte des impressionnistes, donc ils ont construit pas mal de cités d'artistes. Et en fait, depuis un certain nombre d'années, on se regroupe entre plasticiens et on fait des expos, par exemple, qui s'appelle Petit Format, où on a un tarif unique. Alors on est une 50aine d'artistes pour éviter justement d'avoir ce fameux critère grands et petits d'aujourd'hui. On essaye un peu de casser les règles du marché de l'art, mais évidemment c'est extrêmement difficile, on est extrêmement marginal, et moi je me compare pratiquement aux paysans de la Confédération paysanne. J'essaie de faire de la production consommateur direct, mais c'est extrêmement difficile. Je voudrais savoir si vous avez quelque chose à dire à ça. En fait, j'ai pas grand-chose à dire parce que je suis profondément d'accord avec le constat sur le marché de l'art. Il est peut-être par exemple des choses comme l'initiative que vous avez mentionnée à Paris, je crois à la Bellevilloise, il y a un salon des arts à prix raisonnable et c'est extrêmement hétérogène en termes de qualité au sens que moi je peux donner à ça, mais il y a des trucs absolument super et qui sont un peu, je crois, dans le même esprit que ce que vous mentionnez. Peut-être un élément d'optimisme, c'est comme je le disais, l'ère numérique, le fait qu'il y ait accès à de plus en plus de contenus matérialisés et qu'on les partage de fait, même si parfois on ne peut pas les partager de droit, ça revalorise considérablement l'espace physique, l'objet physique et la relation de personne à personne, la performance, le spectacle vivant, et que il peut y avoir une synergie positive entre une logique de partage dans le monde numérique et une logique économique équitable dans le champ de l'art de personne à personne ou de l'objet. Et je pense que quand même en France, il y a, si on regarde les plasticiens, il y en a quand même un nombre significatif qui survivent correctement. Par des cours, pas par la vente des œuvres. Ouais. Mais alors ça c'est pas nouveau ça. Faut pas oublier Bach, c'était un salarié avec un contrat de travail que même Macron trouverait problématique. Donc si on enlève l'enseignement en France, il n'y a plus de littérature. Et si on enlève, il n'y a plus non plus de musique contemporaine d'ailleurs. Donc il y a toujours une logique très forte de service associée à il y a des effets très pervers là-dedans. Par exemple, moi dans le champ que je connais bien, il y a les ateliers d'écriture et les résidences d'auteurs qui sont l'équivalent de ça. Les résidences d'auteurs aujourd'hui, de plus en plus, c'est plus de l'argent donné pour créer, c'est de l'argent donné pour faire de la médiation culturelle, de l'enseignement et tout ça, des tas de choses qui sont en crise dans le système normal, et puis on compte sur les intervenants extérieurs pour revivifier l'éducation culturelle et artistique. Simplement, évidemment, moi j'ai beaucoup écrit sur la culture, c'est mon domaine d'activité et tout, mais je pense que ce que j'expliquais au début sur les communs, ça touche tous les domaines, ça touche pas seulement le domaine culturel, ça touche comment par exemple, si vous voulez,
il y a parfois des logiques d'anti-commun. Aux États-Unis, il y a 20 États qui interdisent qu'on ramasse l'eau de pluie sur les toits parce que ça fait une concurrence déloyale aux régies de l'eau. Hein. Mais par contre, des fois, il y a des vrais problèmes. C'est-à-dire, par exemple, quand vous avez un habitat pavillonnaire, enfin, ou un habitat relativement dispersé, puis tout le monde y creuse un puits pour avoir de l'eau, un puits, et que la nappe phréatique s'épuise à cause de ça. Bon, là, il y a des problèmes de gestion collective de la ressource, et il y a des conflits entre une gestion, disons, citoyenne, participative, et une gestion simplement où le décideur politique, il sait ce qui est bon pour tout le monde. Hein, donc, moi, c'est aussi ces problèmes-là qui, je crois, sont importants pour savoir, parce que c'est aussi une contribution au commun d'utiliser moins d'eau parce qu'on la récupère. C'est aussi voilà. Alors, juste, désolé, on me signale un point technique. Donc pour ceux qui étaient au courant ou qui ne le sont pas, on va partir en action. On va partir en action logement. Voilà. Donc pour ceux qui avaient prévu d'y aller ou qui veulent y aller, on se rassemble pour y aller, pour partir. Je peux pas le dire. C'est une action. Donc là, je prends le micro pour vous dire on y va, mais je peux pas dire plus. D'accord. Vos oreilles. Voilà. Et comme je sais qu'on attend depuis un certain temps, il y a peut-être des gens qui attendaient, qui écoutaient et qui veulent. Merci. Voilà. Merci. Oui, moi justement par rapport à la définition du commun, au début vous avez dit on a défini certaines choses comme commun, on va définir ça comme bien commun, et vous avez donné l'exemple du référendum en Italie. Est-ce que vous pourriez préciser justement comment quelque chose devient ou peut devenir un bien commun, et où on en est aussi par rapport à cette définition-là, sachant que par exemple par rapport aux semences ou aux logiciels, on n'est pas tout à fait dans le bien commun défini légalement par exemple. Peut-être pour préciser, évidemment quand je dis on a décidé, il y a des gens qui ont décidé, c'est pas tout le monde. Hein. Créer un nouvel objet politique, tout le monde n'est pas d'accord. Hein. Et évidemment, les semences, c'est même extrêmement minoritaire le nombre de gens qui pensent que ce soit des acteurs paysans ou des acteurs de réseaux de partage de semences comme Cocopelli ou d'autres. C'est ceux qui considèrent que ça doit être un bien commun sont, ils l'appelleraient pas comme ça d'ailleurs. Hein, y a des tas de débats, mais bon, on va pas entrer là-dedans. C'est une minorité, mais c'est une minorité qui est porteuse, à mon sens. Si ce n'est du futur, en tout cas du seul futur acceptable. Après, à quoi ça s'oppose? Qu'est-ce qui empêche que ça soit des communs? Alors là, le monde est compliqué et pervers. Hein, c'est-à-dire, par exemple, pour les semences, ça va être des machins comme la certification, qui sont beaucoup plus dangereux que tout le reste, parce qu'on oblige dans les certificats qui permettent de vendre des semences, il y a des choses comme au nom de la garantie pour le consommateur, on lui dit il faut que la semence soit homogène. Ça veut dire en fait que ce soit des clones de semences qui soient tous génétiquement identiques. Mais justement, il y a d'autres gens qui ont une autre conception de la qualité, ou au contraire, il ne faut pas qu'elle soit homogène, parce que c'est comme ça qu'elle pourra s'adapter à de nouvelles conditions climatiques, d'agression par l'environnement, etc. Et du coup, souvent, c'est les normes, c'est même pas des lois, des règlements, et tout ça, c'est simplement des normes au sens de la normalisation qui empêchent les communs de se développer, alors même que les gens veulent. Mais bon, on peut toujours dire ça, mais les gens continuent à s'échanger des graines pour leur jardin potager
ma petite ville des Pyrénées. Hein. Ça marche bien. Hein. Si on a une agriculture sans les pousser à mort, elles sont tout à fait aussi performantes, quoi. Après, la vraie question, c'était comment il peut y avoir une vraie institution politique des communs. Alors le référendum italien, il est un peu ambigu de ce point de vue, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est l'Italie est un des rares pays qui a sa constitution issue de la résistance. Hein, en France, on l'a réécrit en 58 de façon assez pourrave, et en Allemagne, c'est une constitution de la guerre froide en 49. Bon, donc en Italie, il y a une constitution qui vient vraiment de la résistance, et elle a des notions de bien commun, mais dans le sens de la gestion commune. Et il y a vraiment un flou sur est-ce que c'est un bien commun géré par la puissance publique ou est-ce que c'est Et là, à la fois, ça a été très productif parce que ça a coalisé les défenseurs du service public et les défenseurs des communs, mais en même temps, quand il s'est agi de transformer ça en réalité dans des contextes hostiles comme Naples, hein, par exemple, ça a été très difficile parce que c'est pas pareil de dire qu'on a une puissance publique qui est détentrice de la vision de l'intérêt général et qui va gérer la ressource commune comme ça, ou qu'on va faire participer les habitants, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème du côté de la participation des habitants, parce que par exemple la Camorra à Naples, elle est très très capable de faire participer à sa façon les habitants à la gestion des déchets, à la gestion de l'eau. Donc instituer, pour instituer, la règle, c'est expérimenter. Il y a un grand philosophe politique qui est John Dewey, qui est un des penseurs de la participation. Il a dit la politique, c'est une expérimentation. Et un des trucs qui est horrible dans notre système politique, c'est qu'on a plein de trucs qui nous interdisent d'expérimenter. La Grèce en a fait une expérience tragique. Moi je voudrais ajouter, il y a aussi un problème de corruption par rapport au bien commun, parce que moi j'ai un exemple concret qui est celui de mon grand-père qui était maire d'un petit village de montagne dans les années 90, qu'un jour on est venu le voir avec une mallette remplie de billets et qu'on lui a dit tu vas privatiser l'eau du village, quoi. Donc il y a un véritable problème de corruption derrière, parce que voilà, c'est ça, de privatisation des biens communs, quoi. Ouais, c'est très vrai. Et c'est pour ça que, par exemple, il y a un grand débat sur ce qu'on appelle soit les ressources génétiques, soit les savoir-faire traditionnels, tout ce qui a été produit pendant des milliers d'années par des communautés dans des tas de pays. Et l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, elle a une solution toute faite. Elle dit on va leur donner des droits de propriété aux collectivités, comme les brevets pour les multinationales, il y aura des droits de propriété. Et ça, si on fait ça, c'est la garantie de la corruption. Hein. C'est-à-dire il va y avoir des représentants qui vont vendre la ressource commune au nom de la communauté et s'empocher les bénéfices. Hein. Donc c'est pour ça que les communs, c'est pas une forme de propriété. Les communs, c'est un statut de gestion d'une chose, hein, mais d'une chose qui n'appartient à personne. Hein. C'est oui, le fameux riz indien, les Amérindiens qui... Est-ce qu'une personne veut intervenir? Il nous reste encore 3 minutes sur ce sujet-là. Les casinos, sur les semences. Pour revenir sur les semences, effectivement, il paraît établi que le fait d'avoir établi le génome d'une semence donne le droit de propriété à celui qui aurait découvert le génome donc de la plante ou de la céréale en question. Et donc de ce fait, effectivement, le profit va directement au découvreur entre guillemets, sachant que le patrimoine génétique de la semence en question existe bien avant qu'il soit découvert. Et on l'utilise et il est un bien finalement commun. Donc
je me demande bien la question de à qui profite le crime, toujours, c'est sur cette question que je me pose. En fait, c'était tellement clair que on a adopté des législations qui sont orwelliennes. Hein. C'est-à-dire dedans, ça dit on ne peut pas breveter les découvertes, on ne peut pas breveter les séquences génétiques, mais n'empêche, on va les breveter quand même quand on les aura. Il y a un processus technique qui aura permis de les connaître et que on les aura associés avec une fonction. Hein, c'est-à-dire on saura que telle séquence génétique, elle peut correspondre à tel effet dans la plante ou de la plante. Et c'est évidemment obscène, et c'est l'était tellement qu'en 1995, le Parlement européen a rejeté la directive sur la brevetabilité des séquences génétiques. Et qu'est-ce qui s'est passé? On en a remis une couche. Hein, il y a eu une nouvelle directive qui a été présentée où c'était encore plus de la novlangue. Il y a eu un certain nombre de doc experts qui s'étaient opposés à la première mouture de la directive, qui ont dit maintenant ça va, ne vous en faites pas, comme par exemple Alain Pompidou. Bon, vous connaissez pas tout ça, c'est passé entre 95 et 98, hein, mais au bout du compte, on a adopté un texte qui est littéralement, il n'y a qu'une chose à faire, c'est à le répudier, ce texte. Malheureusement, ça ne se passera pas sans une sorte d'insurgence citoyenne dont nous sommes, je crois, collectivement ici de petits ferments. Le débat est fini. On va faire 5 minutes de pause pour tester le micro. Et ensuite, on accueillera Carubio qui viendra nous parler de l'actualité